Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour va concerner la santé publique et l'urgence sanitaire en Europe. On va se poser la question, pourquoi coopérer semble si difficile? C'est vrai qu'on assiste depuis quelques jours à une sorte de repli national, les États cherchant à conserver pour eux leur matériel, décrétant des embargos sur les exportations de médicaments. Et ce repli est bien compréhensible en situation de crise, nous pousse à nous interroger sur la notion de coopération. Alors pour faire ça, on va le faire en deux temps. Une première vidéo, je vais vous exposer comment on peut analyser le principe de la coopération au travers d'un outil de théorie économique qu'on appelle la théorie des jeux. Et ensuite, on verra comment, avec cet outil, on peut faire en sorte de faciliter l'émergence de la coopération. Alors, la théorie des jeux, bon, on construit des univers très simplifiés. Par exemple, on fait jouer deux pays, vous voyez, donc deux joueurs, le pays 1, le pays 2, ça peut être la France, l'Allemagne, ça peut être les États-Unis, la Chine, qui vont avoir chacun à leur disposition deux stratégies. Donc, ils vont pouvoir jouer l'une ou l'autre des deux stratégies. Supposons ici que ces deux stratégies, soit je partage ma connaissance, soit je conserve pour moi ma connaissance. Dans ce cas-là, on va avoir des gains possibles pour quatre issues. En croisant les deux stratégies, on va avoir une matrice à quatre issues avec des gains qui vont apparaître ici sous forme de valeurs. Alors ça peut être des points, ça peut être des richesses, ça peut se compter en milliards, peu importe. Ce qui va être intéressant pour les joueurs, c'est de maximiser le gain individuel, son propre gain. Alors, dans cet exemple ici, on voit que le résultat du jeu, chacun jouant sa propre stratégie, va être un partage des connaissances. Donc on a un résultat qui est assez simple, assez correct, et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que les stratégies dominantes sur le plan individuel entraînent toujours un optimum collectif. Donc on a une vision, on va dire, harmonieuse des choses. Pour bien avoir en tête comment est construite la matrice, il faut avoir ici en mémoire qu'on met toujours le gain du joueur 2 à gauche et le gain du joueur 1 à droite. Alors, là, il n'y a pas trop de problème de coopération puisqu'il n'y a pas de prise de risque, a priori, à partager sa connaissance. Par contre, on peut éventuellement modifier ici les stratégies, vous voyez, où là, ce ne sont plus des connaissances, mais des médicaments que l'on peut partager ou conserver. Alors, dans ce cas-là, on va avoir une nouvelle matrice de gain. Alors là, ce sont des chiffres pour l'exemple pédagogique que j'ai inventé. Une nouvelle matrice de gain où on voit que en cas de conservation des médicaments, on peut avoir des gains plus intéressants qu'en cas de partage, si l'autre joueur, lui, par contre, est plutôt coopératif. Alors, dans cette situation, ce qu'on va appeler la stratégie dominante individuelle, chacun jouant pour son propre intérêt, va entraîner une situation collective qui va être mauvaise. Ici, on va je vais vous montrer que l'équilibre de ce jeu, l'issue de ce jeu, c'est que les deux pays vont conserver leurs médicaments. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Et puis, en faisant ça, surtout, on va obtenir une situation où cette situation où les deux pays conservent leurs médicaments va être plus mauvaise du point de vue collectif, parce qu'on va avoir une mauvaise allocation des médicaments temporaire, il va y avoir des déficits à un moment, des excédents à un autre, et la meilleure situation ici serait plutôt celle du partage des médicaments. Pourquoi est-ce qu'on aboutit en fait à la mauvaise solution? Pour ça, il faut revoir comment on raisonne en théorie des jeux. Le joueur 2, donc le pays 2, se dit, si le joueur 1 partage ses médicaments, quelle est ma meilleure réponse? Alors, la meilleure réponse, vous voyez, si le joueur 1 partage le médicament, ici, la meilleure réponse du joueur 2, c'est de conserver le médicament. Pourquoi? On compare 11 à 3 ici. Le joueur 2 se dit, bon, et si le joueur 1 conserve le médicament? Eh bien, ma meilleure réponse, c'est aussi de conserver le médicament, parce que 1 va être supérieur à 0. Alors, ce qui est redoutable dans ce cas-là, c'est que quoi que fasse le joueur 1, la meilleure réponse du joueur 2 est toujours de conserver son médicament.
Alors, bien sûr, le jeu est symétrique. Quoi que joue le joueur 2, la meilleure réponse du joueur 1 va être également de conserver son médicament. Donc on va avoir ce qu'on appelle un équilibre en stratégie dominante, où les deux joueurs vont conserver leur médicament. Et cet équilibre en stratégie dominante n'est pas bonne, puisque on va en fait avoir du point de vue collectif un double 1 alors qu'on pourrait avoir un double 3 par un partage. Mais cette issue, qui est de partager les médicaments, n'arrive pas à être atteinte lorsque les joueurs jouent leur stratégie dominante parce qu'ils sont incités à conserver leurs médicaments. Alors c'est ce qu'on appelle aussi un équilibre de Nash, et vous pourrez éventuellement tester avec ce tableau. C'est la seule issue où aucun des joueurs ne regrette son choix après coup. Dans toutes les trois autres cases, si vous regardez, vous allez avoir un moment où un des deux pays va regretter d'avoir joué ce qu'il a joué en disant bah, si j'avais joué autrement, j'aurais pu améliorer mon gain. Alors, pour terminer, on a vu en fait deux types de stratégies sur la connaissance, sur les médicaments, et deux résultats complètement différents. Pourquoi? Bah, parce que la connaissance scientifique, en fait, est ce qu'on appelle un bien non rival. Quand vous l'abandonnez, vous dépossédez pas de cette connaissance scientifique, vous ne la faites pas disparaître. Sauf, effectivement, dans le cas où détenir une connaissance scientifique de manière exclusive peut procurer un avantage. C'est par exemple le cas dans les process industriels, par exemple. Alors que, en revanche, le médicament, lui, est un bien rival. Donc le céder diminue la disponibilité de ce bien pour soi-même, et c'est donc beaucoup plus difficile, effectivement, d'entrer dans des logiques de coopération. Donc coopérer sur des biens non rivaux, c'est principalement une question d'organisation des volontés qui sont là. Au pire, vous pouvez aider sans contrepartie, et des organisations intergouvernementales sans pouvoir coercitif peuvent suffire, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, coopérer sur des biens rivaux, c'est beaucoup plus difficile. Les stratégies individuelles de poursuite de son propre intérêt ne le permettent pas toujours. On peut avoir besoin d'organisations supranationales, et c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie. C'est est-ce que la coopération sur des biens rivaux est possible, à quelles conditions et comment est-ce qu'on peut la favoriser. Je vous remercie.